Donc, on commence maintenant à enregistrer. Comme ça, c'est là, c'est euh, pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez bien me confirmer que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Oui, Super. oui, Est-ce que vous on vous voyez mon écran? entend. Super. Est-ce que vous voyez aussi mon écran? Oui, Oui, c'est visible. oui, Super. Et est-ce que vous allez bien? Oui, ça va bien. ça Super. va. Et chez vous aussi. Ça va, ça va, ça va, ça va très bien. Alors, donc, je dirais que doucement, on peut commencer, hein. Avant de commencer, et maintenant, disons qu'on est en train de commencer, si vous voulez bien écrire éventuellement vos noms et le nom de votre institution, c'est pas mal, comme ça on voit pour qui est avec nous. Et pendant que vous le faites, je dépense quelques mots sur qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est à le troisième cycle de formation. Et on va se focaliser sur le standard 3, qu'on a appelé quand même 2, hein, parce qu'on commence du numéro 0 à le Greendesk 3.0, que c'est un standard, disons, très important qui a à voir sur la gestion. La gestion à la fois des risques et à la fois des opportunités environnementaux dans l'institution. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que si vous vous souvenez bien et vous avez participé à la formation d'avant, la formation d'avant parlait sur l'identification des risques opportunités. Donc, ça veut dire aujourd'hui, on essaie de comprendre, comme le Green Index 3.0, il peut vous aider à comprendre le niveau des capacités de gérer les risques et les opportunités que vous avez auparavant identifiés. Donc, j'insiste sur le fait qu'on peut gérer des risques et des opportunités si on a compris qu'est-ce que sont les risques et les opportunités. C'est pour cela que c'est d'importance vitale si vous n'avez pas participé à la session d'avant, voilà, de revoir la vidéo et la formation de la session d'avant. Et si vous l'avez fait, bah, d'être sûr que vous avez bien compris, parce qu'on peut être capable de gérer les risques et les opportunités bah, seulement si on les a correctement identifiés. Parce que si on gère quelque chose qu'on n'a pas bien identifié, bah, au final, le résultat ne va pas être très ravissant. Donc ça, c'est un point important. Alors, Messi qui est en train d'écrire le nom et d'où vous venez, ça c'est très très bien. Je demanderai aussi pour la suite, rapidement, de me dire, est-ce que qui a participé de la formation d'avant, la formation sous le standard numéro un, pour avoir une idée. Donc, ça suffit un oui ou non, comme ça j'ai une idée de qui est dans l'audience. OK? Donc, avec ça, bah, on se lance. Comme vous savez, on est parti d'un groupe de formation. Donc, clairement, dans cette formation-là, bah, il y a différentes sessions. Et si vous participez à tous les quatre, on va vous émettre un petit certificat de formation. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut acquérir comme objectif aujourd'hui? Bah, on va voir une compréhension initiale sur la norme 2, sur la gestion des risques et opportunités environnementaux du Green Desk 3.0. Voilà. Et aussi, bah, comprendre qu'est-ce qui sont les bonnes pratiques. Voir, par exemple, dans certains exemples, qui a fait quoi, avec quels résultats. Comme ça, on peut s'inspirer d'autres, voilà, qui ils ont déjà mis en place ces activités. On veut aussi bah, développer sur en base, quoi, pour pouvoir évaluer le statut de l'institution. Parce que rappelons-nous que le Green Desk 3.0, à la fois il nous donne un cadre sur les meilleures pratiques en finance verte inclusive, ok? Mais à la fois, il nous donne aussi un outil justement pour pouvoir faire mesure, donc pouvoir comprendre l'état d'une institution financière, voilà, de son respect et fulfillment, donc le fait qu'on arrive à respecter et à être en alignement avec des bonnes pratiques pour s'assurer que l'impact sur la finance verte inclusive soit positif. Et éventuellement, une fois qu'on l'a fait, pouvoir identifier les premières lacunes. Donc, avec cela, l'agenda, c'est une petite introduction sur la finance verte inclusive que je vais passer très rapidement parce on est la troisième session. Donc, je reprends seulement les concepts. Je vais vraiment y passer, balayer les slides. Comme ça, on fait un petit refresh pour tout le monde. Je ne vais pas m'arrêter. Et après, on va se mettre sur les deux sessions 2 et 3. Et potentiellement, aujourd'hui, on va même un peu révolutionnaliser la formation. Peut-être on commence de la 3 pour aller pour continuer sur la 2. Donc, la 3, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du Green Desk 3.0 par rapport à la gestion des risques et opportunités. Et la 2, c'est bah, qu'est-ce que sont les bonnes pratiques qu'on voit ou qu'on a observées dans le secteur. Alors, rapidement, finance verte inclusive, je reprends quelques petits concepts. Alors, groupe d'action, vous le connaissez, bah, c'est nous qu'on l'a développé. Le Green Desk 3.0, 150 membres, 75 institutions.
Petit point important, on n'a pas encore discuté, mais on a aujourd'hui peut-être la troisième session, on va dépenser 2 mots sur qu'est-ce que c'est la finance verte inclusive. Quelqu'un l'a demandé. Je pense que c'est peut-être important à définir. Alors, il n'y a pas de définition normative. Ça, c'est une définition qui vient dans le groupe d'action de la plateforme européenne qui a été développé il y a quelques temps. Donc, je la reprends et après je vais sur le Green Index. Donc, la finance verte inclusive sont des processus de gestion des risques, donc une chose, des produits financiers et des services non financiers, donc finance place potentiellement, dans un cadre d'une offre financière, ça veut dire une offre qui est seulement non financière ne rentre pas dans le domaine de la finance verte, qui sont intégrés dans une stratégie environnementale, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient encadrés pour une vision, des objectifs stratégiques, un suivi, etc. Euh, hop, et des systèmes de suivi rendus possibles par des politiques et des réglementations. Donc voilà, on regarde aussi dans quelle ambiance environnementale, politique, sociale, économique se déploie cette finance verte inclusive. Voilà, et qui soutient des opportunités qui peuvent être à la fois économiques. Donc, on finance quelque chose qui peut augmenter les revenus, la production, etc. Ou aussi peut être quelque chose qui satisfait des besoins, hein, pas forcément augmenter les revenus, c'est un besoin. Ça peut être aussi, j'ai besoin de la lumière pour faire des études la soirée. Des ménages, donc des micro, des petites et moyennes entreprises. Et la partie clé, c'est qu'il doit être exclu. Ça, c'est la partie qui fait en finance inclusive, hein, sinon c'est seulement de la finance verte, par le secteur bancaire traditionnel, de façon qui soit propre, donc voilà, donc respectueux des écosystèmes, qui soit résilient, ça veut dire bah, qui réduit le fait qu'on est vulnérable à des aléas climatiques, des pertes de biodiversité, etc., et durable. Durable du point de vue social, durable du point de vue économique et, bien sûr, du point de vue environnemental. Donc, ces définitions-là, c'est qu'est-ce que le Green Index nous traduit bah, dans tous ces concepts. Dans l'intérieur de ces définitions-là, il y a 3 concepts, on a déjà discuté, vulnérabilité, impact négatif et opportunité, qui sont les pièces clés à l'intérieur du Green Index 3.0. Hein. Donc, à la fois réduire la vulnérabilité des clients et de l'institution vis-à-vis des aléas climatiques, par exemple environnemental, réduire les différents impacts que l'institution et les clients peuvent avoir sur les écosystèmes, et aussi s'assurer que bah, qu'on a une capacité d'identifier et aussi de pouvoir financer des opportunités vertes. Voilà. Donc, on parle clairement d'indirect et direct. Donc, toute l'analyse, la finance verte inclusive et le Green 3.0, ils ont un axe indirect. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les clients? Et un axe direct, qu'est-ce qui se passe dans les agences et au quartier général? Le Green Index, on l'a déjà introduit, donc on le passe. On va seulement dire 2 choses. Le Green Index, né en 2014, donc il a quand même 10 ans d'ancienneté. On a la troisième version. En 2021, on a co-travaillé avec Cerise et SPTF pendant 1 an et demi et plus, aussi pour co-développer la dimension 7. Hein, vous vous souvenez que depuis 2021, les standards universels de la performance sociale environnementale de la SPTF, bah, ils ont une dimension plus, que c'est la dimension environnementale. Cette dimension-là a été co-développée pour les acteurs que vous voyez ici, donc la plateforme européenne de la microfinance, le groupe d'action de la finance verte inclusive et climatiquement intelligent, les SPTF et Cerise. Et donc, ça veut dire que l'outil Green Index 3.0 et la dimension 7 sont clairement alignés, vu qu'on a fait les deux au même moment, le Green Index par le groupe d'action et la dimension 7 avec cette coalition SPTF Cerise et le groupe d'action. Tout en sachant que SPTF Cerise sont aussi des membres du groupe d'action. Donc, clairement, ça veut dire on se parle. Donc, ça veut dire qu'il y a un mapping clair entre les deux outils. Et vous le voyez ici. Dans la dimension 7, il y a 3 standards. Dans le Green Index, il y en a 4. Donc, ça veut dire qu'il y a un mapping, un des standards de la dimension 7 à deux de le Green Index 3.0. Notamment, dans le Green Index 3.0, on a séparé l'identification des risques opportunités et la gestion des risques opportunités. Les deux sont fusionnés dans la dimension 7. Ben voilà, donc ça, c'est un point important. C'est pour ça qu'on a ces 4 standards contre 3. Et après, quand vous regardez en détail, quand vous faites un mapping des standards en Green Index et Dimension 7, bah, vous allez découvrir qu'il y a clairement un alignement sur le concept et aussi sur les pratiques, sur les indicateurs. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le Green Index 3.0 va à beaucoup plus de détails. Donc, typiquement, vous ouvrez la stratégie environnementale, par exemple, du Green Index et laquelle de Dimension 7. Bah, d'abord, il y a plus d'indicateurs dans le Green Desk 3.0 qui inclut les indicateurs de la dimension 7 et dans les réponses, il y a plus d'options parce qu'en général, la dimension 7 il vous dit oui, j'implémente quelque chose complètement, je ne l'implémente pas, je l'implémente partiellement. Dans le Green Desk 3.0, c'est un peu différent. On demande sous qu'est-ce que vous l'implémentez. Donc, c'est typiquement, c'est des choix multiples. Donc, à chaque question,
il a des choix multiples qui sont 5, 10, 20 choix multiples. Donc, on va en détail pour comprendre où est le champ d'application. Mais par-delà, les deux sont totalement alignés. Ça veut dire que si vous faites un Green Index 3.0, vous avez déjà rempli la dimension 7. Si vous avez fait une dimension 7, vous avez une première version et vision de qu'est-ce qui pourrait être le résultat du Green Index 3.0. Et donc, en le faisant, vous allez plus en détail. Alors, là, c'est le Green Index déjà vu. On va se focaliser dans un instant, quand on va ouvrir la norme numéro 2, sur la partie de gestion des risques, opportunités environnementaux. Je vais revenir dans un instant. Je prends voilà, l'opportunité de vous parler pour la troisième fois sur le Green Index pour vous expliquer comment sont générés les scorings. Les scorings sont générés de la forme suivante. Le Green Index 3.0, il a à la fois des questions qualitatives et des questions quantitatives. Les questions qualitatives, ils ont un scoring entre 0 et 100%. Donc, chaque indicateur, vous pouvez avoir un scoring entre 0 et 100%. Et quand vous voulez savoir le scoring qu'il y a chaque standard, bah, vous allez regarder à l'intérieur de chaque standard combien des indicateurs ils ont fait entre 0, qu'ils ont fait 50, qu'ils ont fait 100%. Et donc, vous allez sommer le scoring de tous les indicateurs pour générer le scoring de le standard. Et si vous voulez savoir un scoring overall, un scoring total, bah, c'est rien d'autre qu'en moyenne des 4 scorings. Okay. Ça, c'est l'idée derrière. Il y a par contre aussi des indicateurs quantitatifs. On va voir dans un instant la structure plus intime du Green 3.0 et indicateurs quantitatifs. Ça veut dire, autant que possible, on demande en confirmation avec des indicateurs quantitatifs, numériques, hein, taille d'un portefeuille, nombre de clients sur lesquels il s'applique un policy, nombre de formations des personnes formées, etc., etc., pour y comprendre le niveau d'étendue dans certaines pratiques policiers ou produits. Okay. Donc, par contre, ces indicateurs-là ne contribuent pas à le scoring. C'est très important. Simplement, ces indicateurs qui nous donnent une idée de l'outreach, de sous combien de clients ou de portefeuilles cela s'étale, voilà, et qui nous donnent aussi la possibilité d'améliorer le monitoring. Parce que si le Green Index vous dit j'ai un produit vert, par exemple, pour les panneaux solaires, ben, l'année prochaine, peut-être vous l'avez encore. Mais vous n'arrivez pas à comprendre si vous avez avancé ou pas, si vous regardez, bah, vous ne regardez pas combien de produits pour des panneaux solaires on a déboursé, pour quel montant et éventuellement quel impact il a eu. Et cette partie-là est inclue dans les indicateurs quantitatifs. Avant de continuer, je voudrais aussi remarquer que l'objectif, ce n'est pas de maximiser le scoring. Hein, ça, c'est très important. Bah, bienvenue pour qui le fait. Mais la chose importante pour Guinness 3.0, c'est, première, y comprendre l'état où je me trouve comme institution financière. Deuxième, me confronter vis-à-vis des choses que je pourrais faire parce qu'il y a des bonnes pratiques à niveau international et local qui pourraient être mises en place. Troisième, c'est de comparer vis-à-vis des institutions qui sont similaires à la mienne, même pays, même taille, même forme légale, et voir si bah, je suis plutôt avancé ou pas par rapport à des institutions ressemblables. Et quatrième, c'est très important, y comprendre dans quelle direction mon institution souhaiterait aller dans son point de vue stratégique et voir les faiblesses vis-à-vis de la vision stratégique de l'institution. Si l'institution va dire, moi je vais être leader des énergies renouvelables, peut-être qu'on ne va pas lui conseiller de s'engager par exemple, tout ce que c'est des domaines de recyclage. C'est très intéressant, mais cela sera une direction qui n'est pas alignée avec le souhait de sa direction générale, par exemple. Donc, ça veut dire que le Green Index vous donne un résultat en pourcentage, comme vous voyez ici. Il y a une première vision que c'est les lacunes en général vis-à-vis des choses que vous pourrez faire. Donc ça, par exemple, on le voit clairement ici. Dans l'exemple que vous voyez sur l'écran, vous voyez que c'est une institution qui est plutôt forte sur les produits et services. Vous voyez, la norme 3 est plutôt avancée. Après, on a un certain équilibre entre l'identification et la gestion des risques qui sont plutôt équilibrés, mais qui sont moins avancés que les produits. C'est intéressant parce qu'il y a un scoring un peu plus avancé des 40 pour les identifications et des 30 pour la gestion, que c'est quelque chose de raisonnable. Ça veut dire j'identifie mieux de comment je gère. Le contraire serait un peu suspicieux, si vous voulez. Et par contre, clairement, qu'est-ce qu'on voit ici? La faiblesse plus importante, c'est que le cadre stratégique est plutôt faible. Donc, ça veut dire que ces cadres stratégiques plutôt faibles, vu que c'est le scoring le plus bas, bah, ils empêchent davantage une institution de pouvoir développer des produits qui sont alignés en stratégie, de pouvoir éventuellement de développer l'identification des risques qui est aligné sur ce que je voudrais faire, etc., etc. Donc, le premier conseil qu'on donnerait ici, c'est d'améliorer la partie stratégique. Par contre, il faut aussi se confronter avec les deux choses que je venais de dire. Donc, ça veut dire par rapport au pire, par rapport à d'autres institutions de la même région, parce que peut-être la partie stratégique n'est pas assez développée
pour des raisons, tu vois, intrinsèques de le type de statut légal ou de le type du pays. Voilà. Et deuxième, aussi confronter cela vis-à-vis de qu'est-ce que c'est le souhait de la direction générale ou des actionnaires, de dire bah, si le souhait c'est de ne pas affecter les écosystèmes, voilà, bah, peut-être qu'en fait de travailler sur la stratégie, bah, davantage je veux améliorer l'identification. Ce ne serait pas forcément mon souhait direct. Bon, j'ai un peu parlé pour vous donner un avis. Pour clôturer, je vais vous redire deux choses sur le Green Desk 3.0. Donc, vous voyez, il y a quatre normes. On les balaye un par un pour chacun de ces formations. OK? Dans un instant, on va se lancer sur la norme, la troisième norme, que c'est le G2. Mais je voudrais vous rappeler comment c'est constitué. Il y a une constitution un peu structure un peu mathématique. Ça veut dire à l'intérieur de chaque norme, il y a deux pratiques essentielles qu'on avoue. Hein, on revient, ils sont tous faits comme ça. Voilà, ils sont tous faits comme ça. Vous voyez, chaque norme a deux pratiques essentielles. À l'intérieur de chaque pratique essentielle, il y a toujours les trois dimensions, vulnérabilité, impact négatif et opportunité verte, qui sont à l'intérieur autant que possible. Sous certains résumés ici sont clairement évidents. Quand je regarde la GA1, vous voyez, j'identifie les vulnérabilités des clients, l'impact négatif des clients, la demande des besoins verts. Donc, c'est clairement là les trois dimensions qui tournent. Hein. Dans d'autres cas, sont un peu plus mélangés à l'intérieur des indicateurs, mais sont toujours présents, tous les trois. Et dernier point, vous voyez, il y a toujours, autant que possible, la distinction entre les choses internes et externes. Pardon, interne, indirect et direct. Donc, qu'est-ce qu'ils font les clients? Donc, par exemple, dans la norme 2, vous voyez, c'est la gestion des risques et des opportunités indirectes des clients. Et de la pratique essentielle 2, de la norme 2, c'est la gestion des risques et opportunités directes, donc de l'institution. Donc, vous voyez, les blocs sont plutôt clairs. Et dernière chose qu'il faut y comprendre, que c'est pour ça que je reviens sur ça, c'est qu'à l'intérieur de chaque pratique essentielle et à l'intérieur de chaque standard, il y a ces structures-là. Ça veut dire, on va ne pas seulement questionner s'il existe en pratique. Donc, par exemple, est-ce que vous gérez la vulnérabilité climatique de vos clients que vous avez auparavant identifiés? Ça sera potentiellement en question. Okay. Donc, ça, c'est en question. Ce n'est pas seulement la question qui inclut, ça inclut cette question. Mais après, pour chaque concept, par exemple celui-là, on va checker la capacité. Donc, ça veut dire, OK, vous me dites que vous gérez la vulnérabilité climatique identifiée chez les clients. Parfait. Dites-moi, s'il vous plaît, pourquoi vous êtes en capacité de le faire. Il y a une question qui parle de la capacité pour checker ce que vous faites. Donc, ça veut dire, est-ce que vos personnel est formé pour le faire? Hein? Est-ce que vous avez des partenariats avec des techniciens qui sont capables de le faire? OK? Etc. Au-delà de cela, ben, on vous demande quels outils. Donc, est-ce que vous utilisez des outils pour le faire? Parce que sinon, vous dites que vous la gérez, mais avec quels outils? Donc, est-ce que des indicateurs, des instruments de gestion des risques, etc. Les deux sont ce qu'on appelle des facilitateurs. Donc, on va regarder c'est en pratique et implémenté. Et pour être implémenté, quelle capacité a votre institution pour l'implémenter, quel outil utilise. OK? Donc, c'est là, c'est ce qui va générer le scoring pour cette pratique, si vous voulez. Et dernière, c'est la partie, la portée. La portée est gérée pour les indicateurs quantitatifs. Donc, une fois que vous me dites, par exemple, oui, moi, je gère les risques climatiques de mes clients, les vulnérabilités climatiques identifiées de mes clients. Très bien, comme je le fais. Mais oui, on a un centre universitaire qui forme des formateurs chez nous tous les années. Et on a développé des outils pour mesurer voilà, le risque climatique de mon portefeuille et générer des solutions pour pouvoir le réduire. Donc ça, c'est les outils. Après, je vous demande, bah, comme vous le faites, avec combien de clients? Et c'est là la partie des indicateurs quantitatifs qui va vous demander, oh super, est-ce que c'est là la mesure, la gestion de la vulnérabilité climatique qui s'implique sous tous vos clients, sous 50% de vos clients, sous 20%, et c'est là que c'est la portée, et c'est pour cela qu'il y a des indicateurs quantitatifs. Donc, ces structures-là est partout dans le Green Index. Okay. Dernière, avant de faire un instant de pause et prendre des questions, pour après se lancer sur la dimension 2, la Green Index 3.0 aussi inclut en structure qu'est-ce qu'on appelle des modèles d'amélioration. Donc, ça veut dire, l'idée, c'est que quand même s'adapter au changement climatique, par exemple, c'est un processus, donc il faut y continuer à comprendre qu'est-ce qu'on fait et l'améliorer. Donc, il y a une structure qu'on appelle plan, do, check and act. Ça veut dire planifier, faire, vérifier et agir. Donc, je planifie de faire quelque chose de bien vis-à-vis de la finance verte inclusive.
À travers quoi? À travers une stratégie et l'identification des risques opportunités. Première étape, donc en identifiant les risques et les opportunités de mon institution, ça c'est la norme 1 qu'on a fait la fois d'avant. J'identifie les possibles risques opportunités, je les place dans une stratégie, c'est la norme 0 qu'on a fait il y a 2 fois. En fonction de cela, on a planifié notre action. C'est quoi mon objectif stratégique en fonction des risques opportunités que j'ai identifiés? Après, je me mets à faire des choses. Donc, ça, c'est la gestion. Donc, la gestion des risques opportunités, le thème d'aujourd'hui. Le développement et le déboursement des produits et services, le thème de la prochaine fois. Voilà, je fais des choses. Donc, le standard GA, GA2 et GA3, c'est lesquels faire. OK? Et après, je vérifie. Donc, je reviens à l'arrière sur le standard 0, qui a la deuxième norme essentielle qui inclut le monitoring et reporting. Ça veut dire je vérifie ce que j'ai fait, je fais un suivi, je vais voir si j'attends les objectifs que je m'étais placés quand je planifiais. OK? Et une fois que j'ai fait, je vais reporter. Je vais reporter à l'interne et à l'externe pour y comprendre comment je peux améliorer les choses. Voilà. Et donc, je vais agir pour améliorer les choses et donc je vais revoir toute la partie des processus, responsabilités internes et améliorer ce que j'ai fait pour après replanifier, refaire, revérifier, etc. OK, donc je pose un instant pour savoir si vous avez quand même des questions à nous partager avant de se plonger dans le reste de la formation. Est-ce que quelqu'un a des questions, des témoignages, des points de vue qu'il aimerait bien partager? Non? Peut-être une question. Bonjour à tous. Quel est l'effort de formation ou de sensibilisation des partenaires, en l'occurrence des SFD, qui est nécessaire avant qu'elles puissent justement apprécier tous ces concepts? Comment les accompagner sur l'élaboration d'un Green Index, qui peut être de l'auto-évaluation? Euh, voilà. Ça veut dire combien de temps ça va prendre parce qu'ils puissent le faire après pour eux-mêmes ou puissent se lancer dans Oui, ça? ou quelles sont les étapes précédentes? Parce que là, il y a quand même ce que vous nous avez présenté, c'est très dense. Oui et non, parce que la Green Index 3.0 que l'on va balayer, je ne sais pas si vous avez déjà ouvert le lien, c'est un ensemble de questions très pragmatiques qui étaient développées en fonction de les choses que les entités financières de microfinance font déjà depuis 10 ans dans le secteur. Donc, en fait, la structuration de comment était construit le Green Index 3.0 n'était pas normatif. Donc, on essaie le plus possible de ne pas avoir des concepts abstraits. Là, c'est une formation pour vous, pour comprendre un peu d'où ils viennent. Après, on va regarder dans le détail qu'est-ce que sont les choses à faire. Voilà. Mais quand on va l'utiliser en pratique, bah, simplement, on va vous dire, est-ce que vous avez une stratégie? Oui, non. Est-ce que vous avez une stratégie qui vise le climat? OK, bon, sur le climat, est-ce que vous regardez comme le climat impacte vos clients ou comme les clients émettent, disons, des gaz qui pourraient impacter le climat? Hein? Donc, l'idée, c'est qu'on l'a développé et on va le rouvrir, c'est qu'il va concept par concept. Et donc, à la fois, le Greenest 3.0, c'est un instrument disons, de sensibilisation et de formation. Donc, en le remplissant, hein, vous devenez conscient de les choses que vous pourrez faire et éventuellement vous faites. Hein. Donc, typiquement, il y a des petites formations comme lesquelles qu'on fait ici, il y en a d'autres en ligne qui vous permettent de le comprendre davantage, mais en le lisant, voilà, tout normalement, les institutions vont être en capacité de se autodéclarer. Après, nous, on dit c'est mieux d'avoir un accompagnement pour être sûr d'avoir bien compris les concepts. Voilà. Mais pas mal des activités qui sont écrites, c'est plutôt les normes qui doivent être bien compris. Ils viennent des choses qui ont été déjà faites. On a fait un petit étude il y a une année ou deux où on reportait, par exemple, l'activité faite en finance verte inclus depuis 250, pardon, 850 institutions financières dans les dernières 10 ans. Et donc, on a mis ensemble tout cela. Avec les cas d'études qui vont ensemble, qu'on va voir dans un instant, bah, c'est à travers lesquels on devrait normalement y mettre cela en prospective pratique. Ok, d'accord. Donc, il n'y a pas forcément, enfin, il y a besoin d'une sensibilisation, évidemment, sur les risques et le changement climatique et les risques environnementaux. Mais donc, on peut solliciter les SFD à le faire en
déclaration seul. Oui, c'est clair. Alors, OK. normalement, il y a différentes façons de le faire. Il y en a un qui c'est exactement ce que vous décrivez. OK? Il y en a un autre qui dit, OK, avant de le faire, s'il vous plaît, par exemple, d'aller en ligne. Il y a pas mal de cours de formation faits pour le groupe d'action. Il y a des vidéos, il y a des formations. Vous pouvez les regarder. Ça, c'est souhaitable pour être sûr qu'ils ont compris le concept avant de répondre. Hein? Donc, voilà, ça, ce serait le truc mieux. Comme ça, vous assurez que vos partenaires se forment avant de répondre. Le troisième niveau, je vais au niveau de complexité, c'est que qui le propose, si vous proposez un partenaire à vous, bah, qui davantage, vous y comprenez davantage le concept et vous l'expliquez à votre partenaire avant qu'il remplisse. Le troisième, c'est que vous demandez à un spécialiste, quelqu'un du groupe d'action ou d'autres consultants qui travaillent, bah, qui fait une petite formation à l'institution, qui lui explique ce qu'il doit remplir et qui éventuellement fait un petit processus de check de qualité. Et la dernière, c'est des choses que de temps en temps on offre, et ça dépend si quelqu'un est intéressé, c'est que nous, on peut faire une analyse. Donc, c'est-à-dire, alors maintenant, à ce moment-là, on se met avec l'institution financière, d'abord on la forme, après on lui fait faire une autodéclaration, après on commence à checker ce qu'il a déclaré vis-à-vis de ses réponses, vis-à-vis des documents, etc. On va s'asseoir en réunion avec eux, on va corriger les réponses, on va les valider avec eux et on va mettre après un report. Hein, donc, c'est ce niveau-là qu'on a fait avec un certain ensemble d'institutions. OK, merci beaucoup. OK. Autre question? Bonjour, je ne sais pas si vous avez déjà m'écouté. Oui, Ok, je vous alors, entends. moi, c'est c'est à partir de Kinshasa, au Congo. Je voudrais savoir, est-ce que cet outil prend en compte également SISS9 de la Banque Vous prenez en compte quoi? mondiale? Parce que très récemment, nous avons également 9 de la Banque mondiale. Est-ce que les différents principes et normes tels qu'établis là-bas sont également impactés dans cet outil? Ou bien c'est totalement indépendant? J'ai du mal à vous entendre. Et qu'est-ce qu'il prend en compte? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je voudrais savoir Ah, si votre outil actuel prend en compte les normes et les principes ESS seulement dans cet outil, ou bien c'est totalement indépendant. les normes et les principes dans sa coupe, quand vous dites quelles normes et principes prend en De la compte? Banque mondiale. Ah, OK, merci. Ben, alors, nous, qu'on a développé cela dans la version 3, on a fait un review de 70 normes, réglementations et initiatives. OK? Notamment Banque mondiale, SIGAP, notamment la réglementation européenne, notamment les CFDR, TCFD, TNFD, voilà, tout un ensemble de choses. Et l'exercice principal qui était fait, c'était à la fois de maintenir, disons, le principe du Green Index 3.0, qui c'est quand même d'être développé à partir de le terrain, chose que pas mal d'outils ne sont pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font les institutions? Donc, ne pas être forcément normatif, mais après, de travailler davantage, d'aligner les principes et qu'est-ce que vous sous les normes existantes. Donc, à aujourd'hui, il y a un alignement avec ce qui est demandé les institutions, avec un certain groupe d'outils, et notamment voilà, de la Banque mondiale, IFSC, etc., et pas mal d'autres. Donc, ça veut dire que normalement, cela s'y inclut. Normalement, est-ce que c'est un reporting direct? Non. Ça veut dire, c'est pas que si vous utilisez ça, vous êtes capable d'extraire directement le reporting que vous devez faire voilà, à toutes les entités, parce que malheureusement, vous pouvez mentionner la Banque mondiale, mais il y a d'autres Nations Unies, il y a d'autres réglementations, donc ils ne sont pas tous voilà, complètement alignés. Mais oui, c'est clairement, normalement, l'exercice de base, c'était fait il y a 2 ans, clairement. Donc maintenant, il faudrait éventuellement le remettre à jour un jour, et ils incluent tout cela. Alors, avec ça, je suis et peut-être je vais me lancer directement vous raconter qu'est-ce que c'est la dimension. Ah, là, il y a un petit frappe, erreur de frappe, c'est GA2. Voilà, cette dimension 2. Alors, lançons-nous. Donc, je vous rappelle, comme vous allez voir dans le chat, qu'il y a un certain nombre d'outils à lesquels vous pouvez vous inspirer. Normalement, la map verte, fait avec le support du ministère luxembourgeois, on a collecté pas mal de cas. Donc, il y en a une vingtaine. Vous pouvez aller regarder et vous inspirer sur qui fait quoi, notamment sur la gestion des risques et des opportunités. Cela est mis en ligne et géré grâce à nos partenaires
Digital Edera Sustainable Solution, qui nous permet d'avoir tout cela sur une plateforme digitale, donc service qui est donné au groupe d'action. On a aussi fait des petits cas d'études que je vous invite à revoir, qui sont publiés sur le site du groupe d'action de la finance verte, inclusive et climatiquement intelligent, et sont organisés en fonction des différentes pratiques essentielles du Green Business 3.0. Donc, notamment, on a deux sur la gestion des risques opportunités indirects et deux sur la gestion des risques opportunités directs. Vous voyez ici des exemples du Sénégal, du Népal, de la République dominicaine et du Bénin. Okay. Donc, vous allez recevoir là, pendant que je parle, les liens. Si vous voulez y accéder, il y en a d'autres davantage. Et dernière, comme quelqu'un demandait sur les formations, donc on a en ligne un module de formation. Si je ne me trompe pas, il y a 7 modules. Ça fait quand même un bloc peut-être de 500 et plus slides. Ils sont organisés en fonction de différentes dimensions et différents concepts. Et vous avez le module 3 et le module 2 qui parlent de l'identification et de la gestion de la vulnérabilité, identification et la gestion des impacts environnementaux. Donc, je vous invite à regarder les vidéos. Il y a des vidéos introductives qui expliquent ces concepts-là et aussi de les regarder, les documents et éventuellement de vous auto-former ou de proposer cela à vos institutions financières. C'est en 3 langues, espagnol, français et anglais. Donc, quand on parle de gérer les risques, avant d'y aller, bah, qu'est-ce que vous attendez? Si on parle des risques environnementaux et sa gestion, est-ce que quelqu'un pourrait partager sa vision, son expérience par rapport à dire, bah, OK, gérer les risques environnementaux, qu'est-ce que ça veut dire? S'il vous plaît, prenez la main, prenez le micro, vous pouvez y ouvrir le micro et y répondre. Alors, gérer des risques environnementaux, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un avis? Est-ce que vous voulez l'écrire dans la chat ou vous pouvez simplement prendre le microphone et nous le dire? Pour le microphone, c'est aussi plus bienvenu quand ça on parle. Bonjour, si je peux me permettre, juste pour poser une brique, euh, c'est évaluer les différentes vulnérabilités face aux événements climatiques notamment, des clients, des institutions, potentiellement aussi de pouvoir évaluer l'impact potentiel sur le portefeuille d'un événement climatique. Ouais, très bien. Donc, c'est là, merci Julien, c'est là justement, c'est la partie de l'évaluation et Et après, davantage, c'est la partie de gestion qui vient pour la suite. Donc, les étapes de gestion des risques, il y en a plusieurs, mais les principales sont identifier ces risques. Donc, bon, qu'est-ce que sont les risques, par exemple, climatiques qui pourraient davantage y affecter mon institution, les classifier parce qu'ils sont affectés directement. Par exemple, il y a un pluie intense, il y a une rivière qui déborde et j'ai 4 agences qui sont à côté des rivières. Donc voilà, ça c'est une chose. Ou indirectement, c'est chez les clients. Hein. Bon, il y a une pluie intense, je reprends le même exemple. C'est là des glissements de terrain qui peuvent impacter un certain nombre de clients. Identification, après l'organisation, donc l'évaluation à niveau des possibles risques qui c'est là, ça vérifie. Donc, la fréquence de vérification d'un certain risque et si ça vérifie quelle intensité peut avoir, comme vous dites, à niveau d'impacter mon portefeuille, les opérations de l'institution. Et après, la catégorisation de tous ces risques-là sous certaines formes et certains différents impacts. Et après, suivre la partie des gestions. Des gestions proprement dit, ça veut dire, bon, maintenant que j'ai compris qu'est-ce que sont les risques, qu'est-ce que la probabilité qui pourrait m'impacter, où il vient ce risque de mes clients, de ma institution, est-ce que c'est traduit dans des risques de réputation, est-ce que c'est traduit dans des risques de crédit, dans des risques opérationnels, etc., etc. Bah, comme davantage, je peux maintenant les gérer et essayer de réduire l'impact possible qu'il peut avoir sur mon institution et mes clients. Donc, cela, après, ça vérifie en fonction des policies, des processus. Hein, par exemple, dire, OK, si les clients sont trop vulnérables à de la sécheresse, par exemple, alors je vais dire deux possibilités que je ne les finance pas ou que je les finance en lui finançant des instruments d'irrigation, par exemple. Donc, clairement, nous, davantage, on suggère la deuxième option parce que sinon, d'où à des risques climatiques, vous excluez davantage des populations vulnérables. Donc, mes
comment on va gérer les vulnérabilités plus élevées. Et l'autre, justement, de comprendre qu'est-ce que sont les produits et services qu'on devrait davantage développer pour faire ci, qui n'est pas seulement je protège mes institutions, mais aussi je protège mes clients. Ça, c'est un volet, le volet de gestion des risques, avec une vision sur la vulnérabilité et sur le climat. Cela peut être aussi sur des choses qui ne sont pas forcément le climat. On peut répéter la même chose sur la perte de la biodiversité, par exemple. On pourrait aussi ne le faire pas faire sur la vulnérabilité et donc y regarder, par exemple, la même chose maintenant sur le fait qu'en finançant des pratiques qui sont polluantes, je me prends un risque aussi. Ce n'est pas un risque que forcément mon institution va avoir un risque de crédit parce que mes clients sont impactés par le climat, mais c'est un risque parce que en finançant, par exemple, la déforestation, etc., je fais un exemple, bon, c'est là un risque réputationnel pour mon institution, un risque éventuellement réglementaire parce qu'éventuellement je ne peux pas le faire, un risque aussi financier parce que davantage un certain ensemble des financeurs peut-être ne voudraient pas me financer, un risque de marché parce que potentiellement en finançant des activités qui viennent de la déforestation, le marché pour les racheter, il se réduit, notamment vous à des réglementations au dégoût des clients locaux ou étrangers. Donc c'est là, c'est un risque. Voilà. Et donc, ces deux volets-là, qu'on appelle normalement, c'est ce qu'on appelle un risque physique. Donc, il y a un aléa climatique et c'est là, il peut impacter mes clients, donc avoir une perte des actifs de mes clients et impacter mon portefeuille. Un risque qu'on appelle un risque de transition, ça veut dire bah, il y a un risque qu'en finançant des choses qui vont avoir un impact négatif sur les écosystèmes et la nature et tout ça, bah, j'ai un risque autant qu'institution parce que voilà, il y a un impact, il y a une traduction à risque financier, comme je viens d'expliquer. Il faut aussi rajouter qu'il y a un parti social, clairement, parce qu'une institution microfinancière, ça veut dire qu'au-delà des risques financiers, il y a tout un risque social environnemental. Ça veut dire si mon client est vulnérable et cela ne se traduit pas non plus sur un risque de crédit, par exemple, il perd toute sa production mais il continue à me repayer parce qu'il a quand même besoin d'accès au crédit, bah, c'est là clairement quand même ça reste un risque pour moi, même s'il n'est pas financier, parce que davantage je suis en train d'affaiblir mon client parce que très probablement il va utiliser les dernières ressources qu'il a pour repayer le crédit en fait de l'utiliser pour sa propre famille, par exemple. Je vois qu'il y a notre main levée. Ah oui, bonjour à tous, c'est Aïda. Oui, c'était pour compléter Allez-y. l'intervention de Julia, mais donc David, tu l'as déjà bien complété, mais je voulais juste rajouter aussi peut-être aussi le risque sanitaire pour le Ouais. client. À travers son activité, il peut aussi manipuler certains produits qui pourraient aussi entraîner des risques au niveau de sa santé et donc plus tard aussi par rapport à l'impact social donc que ça pourrait avoir aussi sur la vie du client et donc par ricochet aussi sur les performances de l'institution. Là, merci. Et là, ça, c'est un point, je pense, très important. D'abord, il pointe sur la transversalité des risques environnementaux et climatiques. Donc, ça veut dire on a eu l'habitude de traiter ces risques comme quelque chose, un autre risque que se vérifie. En fait, justement, avec vos témoignages, vous nous expliquez que c'est transversal. Hein. Par exemple, un risque environnemental, par exemple, l'utilisation de produits chimiques qui pourraient polluer les sols, etc., bah, il peut aussi traduire dans un risque social, dans un risque de santé. Donc, il y a une approche, disons, transversale sur pas mal d'autres risques. Et aussi, bah, le fait qu'il y a un certain ensemble de dépendances entre différentes formes de risques. Donc, par exemple, moi, j'utilise des bois pour chauffer la maison et pour cuisiner. C'est là, il a de la pollution interne. Moi et mes enfants la respirent, donc il a des impacts sur la santé. Cet impact sur la santé, voilà, il peut avoir un impact sur ma capacité aussi de repayer le crédit. Vous voyez, il continue à se traduire dans pas mal de différents risques. Donc, merci beaucoup pour cette ajout. Est-ce qu'on a d'autres témoignages ou d'autres points que vous voulez me partager? Et même aussi là, vous avez pris l'exemple de l'utilisation du bois ou du charbon pour la cuisine. Mais là, si on prend une activité euh, génératrice de revenus qui est financée, par exemple, par l'institution, ça Ouais, peut être, par exemple, la teinture ou l'utilisation, on utilise des produits chimiques ouais. avec ou d'autres activités où on ne met pas de gants, où on est exposé,
ou même, je pense, la fabrication de charbon de bois, non seulement il y a l'impact environnemental, bien, sur l'environnement, mais il y a également l'impact donc sur la santé. Donc, en plus de même de la consommation, là, je parlais plus de l'activité qui est financée par l'institution. Merci. Super, non, c'est très important. OK, donc, bon, lançons-nous maintenant sous cette norme-là. Donc, vous voyez encore mon écran, un plan écran? Oui. Super. OK, donc maintenant on est là, on est à la gestion des risques opportunités environnementaux. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici à l'intérieur? Ben, disons, le lire, c'est quoi? Il s'agit de processus et des outils qui sont mis en place pour analyser et répondre à la fois les vulnérabilités, concept numéro un, aux impacts environnementaux négatifs et aussi la demande des clients. Rappelons-nous que la norme 2 n'est pas seulement la gestion des risques environnementaux, mais aussi la gestion des opportunités. Donc, il faut aussi comprendre qu'est-ce que sont les demandes et les nécessités des clients qu'on a identifiées dans la norme avant pour après pouvoir les gérer. Ça veut dire comment on va potentiellement les satisfaire. Okay. Mais vous voyez très bien qu'il y a une très grande dépendance de la norme d'avant. Il faut vraiment bien compris, avoir bien identifié les risques et les opportunités avant. Il s'agit de la manière dont les institutions, et ça c'est un point très très important, il s'agit de la manière dont les institutions traduisent la vulnérabilité des impacts environnementaux négatifs et la demande des besoins et risques et opportunités réels en risques et opportunités réels. Qu'est-ce que je veux dire? Vous pouvez identifier qu'il y a une vulnérabilité chez vos clients, mais vous n'allez pas la gérer jusqu'à quand vous ne la traduisez pas dans un risque. Ça veut dire, bah, si le client est vulnérable, OK, mais si je ne le traduis pas dans un risque, soit financier, extra-financier, ça veut dire, OK, il est vulnérable et éventuellement peut être impacté par un aléa climatique et éventuellement pour avoir un risque de crédit. Hein. Il est vulnérable et éventuellement va être impacté par un aléa climatique et donc il va avoir un risque social. Voilà. S'il n'y a pas cette traduction-là, typiquement, ça reste un peu anecdotique. Il n'y a pas une gestion de ces risques ni des opportunités. Donc, dans cet indicateur 2, il y a à la fois la gestion proprement dit, mais il y a aussi la traduction de ce concept de vulnérabilité, impact environnementaux et opportunités dans des concepts, si vous voulez, financiers et de gestion. Alors, allons à voir cela. Alors, moi, ce que je vous propose de faire, une petite, disons, approche alternative sur ce qu'on a fait les fois avant. Donc, en fait d'aller étape par étape, regarder qu'est-ce qu'il y a inclus ici, je vous propose et après voir les exemples, je vous propose de faire un schéma différent. On va d'abord partager l'outil digital qui vous voulez davantage remplir. Si vous êtes institution financière, vous êtes invité à le remplir maintenant ou pour la suite. Et après, on reprend rapidement les exemples pour voir comment cela sont traduits en pratique. Okay. Essayons de faire ce travail-là. Donc, je vais à la session 3. Comme ça, on va voir comment tout cela est traduit dans le Green Desk 3.0. Je vous demande gentiment d'ouvrir cet lien-là qui va être mis dans le chat pour nos partenaires de la plateforme européenne de la microfinance. Donc, gloire au Johanna. Une fois que vous cliquez, vous arrivez sur le Green Desk 3.0 et on va regarder simplement la norme 2. Okay. Et on va la balayer un instant pour voir un peu qu'est-ce qu'il inclut. Et après, on revient sur les exemples. Okay. Donc, je vais moi aussi le faire. Alors, cette norme-là, c'est un outil digital, encore une fois, qui est développé pour EDERA, hein, encore une fois, je rappelle, partenaire du groupe d'action, qui nous permet de traduire des concepts digitaux des choses que nous avons développées. Ça, c'est quand même très important, hein, qui nous permet donc d'être flexible, de pouvoir centraliser les données, etc. Alors, ce petit lien que vous voyez ici, c'est quelque chose qui est un peu unique de cette formation, parce que si vous allez en ligne, vous avez tout le Green Index complet, qui est clairement, comme vous savez, qu'on a expliqué les fois passées, c'est disponible en ligne, gratuitement, etc., etc., encore une fois développé pour ADERA du point de vue de gestion numérique et conceptualisé pour le groupe d'action, mais c'est tout le Green Index. Là, pour ces formations-là, simplement, on vous ouvre des petits parties qui sont simplement les parties liées à chaque standard. Donc maintenant, si vous cliquez, normalement, vous allez arriver sur la même page où je suis, moi, aujourd'hui, que c'est cette page-là. Est-ce que vous voyez mon écran?
Oui, OK. Si vous êtes ici, vous voyez, donc d'abord, il faut choisir la langue. Vous voyez ici, c'est en anglais. Choisissez français. OK? Donc, ça veut dire, à partir de cela, bah, tout maintenant est fait en français. OK? Donc, vous rentrez ici, vous explique bah, que vous êtes là et vous suivez. Dans le suivi, bah, veut dire, voilà, vous acceptez que vous allez envoyer ces informations à le groupe d'action aidera à les experts principaux du groupe d'action, donc Nathalie et moi, etc., etc. Donc, il y a toute une histoire des choses que vous acceptez pour le partage et la gestion des informations. Et après, une fois que vous l'acceptez, bah, on peut y aller voilà, davantage. Et si on va davantage, on suit. Et là, vous demande, comme chaque fois, bah, mettez votre nom, voilà, mettez votre email, mettez le nom de votre institution, Just Institute dans mon cas. Voilà. Ici, on vous demande quel type d'institution. Voilà, institution financière, la structure juridique. Bon, vous le replacez, dans quelle région vous travaillez. Voilà. Et une fois que vous avez, bah, vous suivez. Et maintenant, la chose importante qu'on a déjà expliqué les autres fois, s'il vous plaît de sélectionner ici oui, oui. Parce que si vous sélectionnez ici oui, ça veut dire que vous allez avoir ouvert des fenêtres pour mettre vos commentaires, donc pour justifier vos réponses. Donc, pas seulement j'ai un politique de gestion des risques verte, mais vous pouvez ici écrire voilà, qu'est-ce qu'elle fait cette politique, développer les leçons apprises, etc. Mais le plus important, c'est aussi de cliquer ici, oui, parce qu'ici, vous savez que vous avez des indicateurs quantitatifs et chaque fois qu'ils existent, si vous cliquez ici, bah, l'outil va vous donner accès à l'indicateur quantitatif. Donc, vous pouvez le remplir et voir qu'est-ce qu'ils sont. Si vous cliquez ici, donc oui, oui, vous allez sur le suivant. Et maintenant, on va voir comment est fait le Green Index pour la dimension 2. Est-ce que vous êtes bien avec moi? oui, OK. Donc, quand on va sur ça, vous voyez, vous arrivez directement sur les normes 2. Je vous rappelle qu'on a ouvert ces liens-là. Vous allez recevoir 4 liens pendant les 4 sessions de formation. Chaque lien, c'est un norme. Voilà. Si vous êtes une institution microfinancière ou une autre institution financière qui fait des prêts pour des micro-entreprises, petites entreprises, etc., on vous invite à le remplir. Si vous le remplissez, tous les 4, vous allez d'abord à nous aider à contribuer à voir un peu l'état du secteur de cette année. Donc, on va faire une petite publication l'année prochaine, mais aussi, il va nous permettre de vous envoyer un petit report sur votre scoring, comme c'était autodéclaré, et éventuellement, si on a assez d'outils qui sont remplis, de vous faire un petit benchmark vis-à-vis de ce que sont le secteur. Donc, vous vous êtes par rapport au secteur. Donc, merci de nous aider sur cela. Maintenant, si vous faites ça, vous pouvez si vous êtes en fait une institution qui n'est pas sur une microfinance, une institution de finances inclusives, bah, on vous invite à partager ces liens et éventuellement le lien de Green Index complet avec vos entités partenaires, comme ça qu'eux puissent le remplir et autodéclarer leur performance. Okay? Donc maintenant, si on va ici, bah, regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, vous allez voir, et ça, je vais vous donner un peu une clé de lecture, parce que si vous ouvrez l'indicateur, peut être très vaste. Mais avec une clé de lecture, ça peut quand même bien aider. Alors, c'est quoi la clé de lecture? La clé de lecture, c'est, attention, il y a les 3 concepts. Il y a le concept vulnérabilité, il y a le concept impact environnemental, il y a le concept opportunité verte. Donc, la pratique essentielle GA2.1 est focalisée sur les clients. Hein. On va voir la G1.2.2, c'est pour les entités proprement dit, donc les agences, le quartier général, les employés. Mais non, on se focalise sur les clients d'abord. Et vous allez voir que quand on va analyser la gestion des risques et des opportunités, on va regarder d'abord la gestion des risques vis-à-vis des vulnérabilités. Okay? Après, on va voir la gestion des risques vis-à-vis des impacts environnementaux négatifs. Et après, on va voir la gestion des opportunités, que ça veut dire vis-à-vis de tout ce que c'est l'identification de la demande des nécessités des clients. Alors, c'est pour cela que cette norme, cette pratique essentielle est plutôt large, mais parce qu'il répète 3 fois la même structure pour chacun des concepts. Okay? On va regarder le premier en détail, après je balaye les autres plus rapidement. Donc l'indicateur G1, 2, 1, 1 va vous dire c'est l'institution intègre dans sa politique et processus de gestion des risques financiers. Alors le mot-clé et secret, c'est financière. La vulnérabilité identifiée des clients de portefeuille. Donc ça veut dire, si vous avez... Ah, pardon, je suis revenu en arrière. D'abord, est-ce que donc vous avez identifié une vulnérabilité chez les clients ou votre portefeuille?
Est-ce que cette vulnérabilité est-il traduite en risque financier? Encore une fois, c'est quelque chose qui, si ça se passe, je pourrais avoir un impact financier, donc l'institution pourrait perdre de l'argent. Voilà. Et cela est traduit, donc il existe mentionné dans les politiques et processus. Donc, par exemple, euh, la politique serait de dire, OK, à l'intérieur de la gestion des risques des crédits, identifier l'état de vulnérabilité de mes clients et de mon portefeuille. Voilà. Et si cet état de vulnérabilité climatique est plus grand qu'un certain niveau, ben maintenant, il faut provisionner parce que potentiellement, il va se générer un événement climatique et je vais perdre de l'argent. Okay? Ça, c'est une idée. Donc maintenant, vous pouvez dire non, je ne le fais pas. Que ça peut être deux choses. Ça peut être je ne le fais pas parce que je n'identifie pas aucune vulnérabilité chez mes clients, donc il faut revenir à la norme d'avant. Ou ça peut être parce que j'identifie différentes vulnérabilités vis-à-vis des vulnérabilités, par exemple, sur les impacts de santé générés de la gestion des chimiques, sur les impacts liés à le manque d'un accès à en eau propre, par exemple, etc., etc. Mais ça reste un niveau d'identification de vulnérabilité. Je ne fais rien de spécial, donc je ne le traduis pas en quelque chose qui puisse avoir un impact financier. Si fait la réponse est oui, vous allez voir qu'est-ce qui se passe chez le Green Index. Bah, maintenant, oui, et maintenant, vous avez tout en liste. Voilà, ça, c'est un peu la nouveauté par rapport à la dimension 7. Donc, vous voyez, c'est un choix multiple. Il dit, OK, oui, j'ai identifié une vulnérabilité, OK, chez les clients, par exemple, et je le traduis dans des processus. Alors, tu dis, bon, OK, mais pour qu'est-ce que vous le faites? Pour la vulnérabilité à le changement climatique? Pour la perte de la biodiversité, par exemple? Et potentiellement, vous identifiez aussi des menaces météorologiques, mais vous ne le traduisez pas en un risque financier. Ça, c'est un point important. Donc, vous pouvez sélectionner, et c'est là où il y a tout un travail d'alignement avec les normes, les initiatives, etc., parce qu'on a essayé de cumuler et inclure ici tous les aspects qui normalement seraient pris pour les plus grandes normes et d'initiatives. Encore une fois, notamment la taxonomie européenne, la TFD, TCFD, le cadre de l'FSC, etc., etc. Une fois que vous faites ça, bah, on vous allez à l'étape après. L'étape après dit, bon, maintenant l'institution reconnaît que la vulnérabilité identifiée, même chose à eux, des clients est un facteur de risque, maintenant pas financier, hein, mais potentiellement pour la réalisation de la mission sociale, les objectifs environnementaux. Ça, c'est très important. Il y a une différence entre les deux. Le premier, il vous dit, est-ce que vous traduisez la vulnérabilité observée dans un risque financier? Donc, si cela se vérifie, l'institution et les clients vont perdre de l'argent, notamment l'institution. Ou est-ce que vous ne faites pas ça, mais vous traduisez ce type de risque sur un risque sur ma mission sociale? Alors, je fais un petit exemple. Je pourrais très bien dire que le changement climatique, disons, c'est un risque que j'identifie comme une vulnérabilité de mes clients au changement climatique que je traduis dans un risque financier. C'est plutôt clair. Les clients sont attaqués par le changement climatique, ils perdent des actifs et moi, je perds de l'argent parce qu'ils ne vont pas repayer. Mais potentiellement, il y a d'autres choses, disons la perte de biodiversité. Donc, ou disons la dégradation de l'environnement. Vous voyez ici, il y a tout en liste, encore une fois, de possibles choses. C'est quelque chose que j'identifie comme une vulnérabilité de mes clients, mais je ne le vois pas forcément comme un risque financier. Par contre, je le vois comme quelque chose qui peut empêcher ma mission sociale. Par exemple, parce que si l'environnement est-il dégradé, bah, potentiellement, les clients, ce sont par exemple des producteurs agricoles, qui vont cultiver, ils vont à cultiver de la nourriture qui ne peut être pas de la qualité que je souhaite, de la variété nécessaire, et donc il pourrait avoir, par exemple, un impact sur la sécurité alimentaire et à niveau de qualité de la nourriture, par exemple. Voilà. Cela n'est pas forcément un risque financier, mais c'est clairement un problème potentiellement d'impact social, parce que ça veut dire que vous ne garantissez pas que vos clients ils peuvent davantage nourrir correctement ces enfants. OK? Donc voilà, et dernière ici, que c'est très important, l'institution intègre, maintenant que j'ai compris si les vulnérabilités que j'avais auparavant identifiées sont des risques à la fois financiers ou extra-financiers, donc disons social, maintenant, est-ce que je le fais? La question c'est, l'institution intègre les vulnérabilités qu'on a identifiées des clients dans ces processus de gestion des risques. Maintenant que je l'ai fait, est-ce que ces vulnérabilités sont intégrées dans ma gestion des risques? Et vous pouvez dire non, simplement je le reconnais comme un risque financier, un risque extra-financier,
mais il n'y a pas d'intégration spécifique de ce que je fais normalement pour gérer mes risques de réputation, mes risques de crédit, risques opérationnels, risques financiers, etc., etc. Ou vous pouvez dire oui, haha, je le fais, mais comme je le fais, et là s'ouvre, vous voyez, là, qu'est-ce qu'on explique, que c'est un peu aussi un outil de gestion, de formation. Hein. C'est dit, OK, vous pouvez poser maintenant dans la vision que vous êtes en train de vous auto-analyser ou vous êtes en train de vous former. Hein. Vous faites le contraire, vous dites, OK, super, qu'est-ce que je devrais faire? J'identifie la vulnérabilité, après il faut que je dise c'est ça, c'est financier ou pas comme risque, et si je ne déclare un, je devrais l'intégrer dans les policiers et processus. Comme je peux le faire? Ben, vous allez regarder toutes les options. C'est pour ça que je disais que ça peut être auto-explicatif. Alors, comment on peut le faire? Ben, vous le faire des formes suivantes. Je regarde ça un peu en détail. Après, les autres, je le fais plus rapidement. Donc, d'abord, grâce, par exemple, à tout ce que c'est à l'inclusion des indicateurs de vulnérabilité liés à les menaces météorologiques, à la gestion des changements climatiques, etc., dans le processus d'évaluation des clients. Ça veut dire les clients, quand je vais faire une analyse, je vais faire une analyse pour le crédit, bah aussi j'inclus des indicateurs de vulnérabilité, ok, avant de débourser, ou je le fais au niveau du portefeuille, ça veut dire je peux dire quel type de portefeuille a quelle vulnérabilité, à quel type des aléas. L'autre, c'est l'utilisation des indicateurs de vulnérabilité, encore une fois, à différentes choses, et des scores pour évaluer les demandes du prêt de portefeuille. Donc maintenant, c'est vraiment le fait qu'il y a génère des scores quantitatifs, okay, qui peut vraiment me permettre de classer éventuellement le niveau de vulnérabilité. Donc ça, vous voyez, c'est la suite. Maintenant que c'est fait, est-ce qu'il y a une catégorisation des clients ou des groupes de clients en fonction de la vulnérabilité, lesquels sont à haute vulnérabilité, à basse vulnérabilité, moyenne vulnérabilité. La définition d'acceptance des risques pour chaque catégorie de vulnérabilité. Par exemple, si tu es très vulnérable, bah, le maximum de clients qui peut être dans la catégorie vulnérable, très vulnérable. Qu'est-ce qui se passe quand tu es dans la catégorie non vulnérable? Simplement, je finance sans regarder, par exemple. Et éventuellement, la mise en place d'un processus qui vous permet de gérer ces risques financiers qui sont associés. Okay? La sélection et proposition de ces clients de produits et prêts spécifiques qui visent à contribuer à réduire la vulnérabilité. Par exemple, j'observe une menace liée à la manque d'eau. Okay? Donc maintenant, j'observe que le 50% de mon portefeuille est exposé éventuellement à cette menace. Maintenant, une fois que je le fais, je trouve que les clients sont plutôt vulnérables parce qu'ils n'ont pas mis en place aucun système disons, de stockage d'eau dans les zones où ils peuvent avoir affecté un manque d'eau. Et donc, moi, je vais dire, écoutez, si je finance un client qui se trouve dans la région où il y a menace de manque d'eau et si se trouve dans le cas où il n'a pas encore un réservoir d'eau, moi, je m'assure de lui proposer quelque chose qui a vis-à-vis de faire avec la gestion de l'eau. Ça veut dire une gestion plus efficace de l'eau, des réservoirs, des tanks, éventuellement ensemble avec d'autres prêts aux produits financiers. Donc, ça a encore davantage d'assurance. Okay? Il peut y avoir des assurances, des produits de prêt, par exemple. On sélectionne les clients, on lui propose deux produits, hein, ça peut être épargne, transfert d'argent, etc., pour les aider à être moins vulnérables. Donc, vous voyez, ces trois-là sont tous de possibles réponses à travers des produits et services à la vulnérabilité identifiée. Sélectionner propositions des clients de produits et services non financiers, hein, par exemple, tout ce que c'est l'assistance technique ou formation, pour améliorer ses capacités de s'adapter à cette vulnérabilité. L'explication des pratiques existantes, l'inclusion des clauses environnementales dans le contrat de prêt, un conditionnement du renouvellement des prêts à la réduction, par exemple, de la vulnérabilité, la mise en place des incitations hein, pour pouvoir s'adapter au changement climatique et justement en évaluation et gestion des compromis entre elles, entre la performance qui sont à la fois environnementale et sociale. Donc, je l'ai passé un peu en détail pour vous expliquer que bah, là, il y a toutes les choses que vous pourrez éventuellement faire. Si vous cliquez ici sur le quantitateur quantitatif disponible, vous allez voir, bah, il y a différents indicateurs quantitatifs que vous pouvez remplir. Par exemple, donc, qu'est-ce que sont les nombres de prêts qui ont une évaluation environnementale, qui ont une évaluation de la vulnérabilité. Qu'est-ce que c'est le volume, voilà, etc. Donc, vous pouvez checker le niveau d'implémentation de ces policiers processus sur des faits concrets qui sont menés pour les indicateurs quantitatifs. Et voilà, et une fois que je vais passer en détail tout cela, bah, tout le reste de cette pratique essentielle doit être plutôt simple parce que maintenant, j'ai trouvé exactement la même chose sur les autres concepts, donc les impacts environnementaux négatifs.
Maintenant, est-ce que ce sont financières, ils intègrent les impacts environnementaux négatifs dans sa politique pour la gestion des risques des crédits, donc financières. Vous ne le faites pas. Donc, par exemple, le fait qu'il y a des émissions de gaz à effet de serre, oui, je l'observe, c'est un problème, mais n'est pas un risque financier. Et si vous le faites, vous dites pourquoi, pour quelque chose vous le faites. Émissions de gaz à effet de serre, donc encore une fois, la question d'avant, il se pose très bien ici. On a classé les différents impacts environnementaux négatifs, éventuellement lesquels on peut gérer, en fonction de différentes initiatives, taxonomie, etc. Donc ici, on a tout repris pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution du sol, émissions de gaz à effet de serre, etc., etc. Ici en bas, la même chose qu'on a discuté avant, mais maintenant, est-ce que, par exemple, je pourrais dire, OK, comme on a dit tout à l'heure, il y a une pollution de l'air, cela, il génère éventuellement un risque financier, comme on vient de dire, parce que potentiellement les clients tombent malades et ils ne vont pas au travail, ils ne vont pas répéter le crédit, par exemple. Par contre, j'observe qu'il y a en surexploitation, voilà, qui ne, je ne trouve pas aujourd'hui un risque financier, mais clairement, c'est un risque social et environnemental. Ok. Et après, en bas, il demande la même chose si vous le faites, bah, comme vous allez à gérer tous ces risques-là. Et encore une fois, inclusion d'indicateurs, là, je ne vais pas le parcourir en détail, vous voyez, c'est plutôt large, mais répercourt les mêmes choses maintenant sur ce qu'on impacte sur les impacts environnementaux négatifs. Par exemple, je vais mettre en place une liste d'exclusion, chose que typiquement on ne souhaiterait pas je ne voudrais pas faire au niveau des vulnérabilités, mais on peut faire sur le niveau des choses qui sont polluantes, etc., etc. Donc là, il révèle tous les possibles, en grande partie des choses possibles qu'on peut faire pour gérer ce type de risques. Par exemple, si on a, comme je viens de dire, un problème d'émission de pollution de l'air, ben voilà, davantage, on peut voir si on peut financer des fours améliorés, hein, par exemple. Et la dernière partie de cette pratique essentielle, c'est la partie des opportunités. Il ne faut pas oublier qu'on a les deux volets, risque et opportunité. Jusque-là, on a couvert la partie risque et la partie opportunité, de dire, bon, comment je gère les opportunités de mes clients. Donc, l'idée, c'est de dire, est-ce que l'institution identifie les pratiques et technologies vertes hein, qui créent des avantages pour ses clients? Ça, c'est un point important. On n'est pas seulement qu'on identifie comme dans la norme 1 la demande et les besoins des clients, mais est-ce qu'on identifie quelles sont les pratiques vertes qui peuvent générer des avantages pour les clients, soit voilà, économiques ou de bien-être. Donc là, on a une liste. Par exemple, oui, l'augmentation de l'efficacité de la production, réduire les impacts négatifs sur l'environnement, les vulnérabilités au changement climatique, augmenter la productivité, etc., etc. Donc on sait quel type de technologie et de pratiques qui permet d'avoir des bénéfices sur les clients. Ça veut dire donc qu'il pourrait avoir un bénéfice disons, économique ou aussi extra-financier pour les clients. Une fois qu'on le fait, bah, l'institution s'assure que les pratiques aux technologies vertes sont reconnues comme vertes par une taxonomie. Ça, c'est quand même important. Cette taxonomie, ça veut dire que, est-ce que je ne peux pas dire simplement qu'une chose est verte parce que moi, je la déclare. Je dois être verte parce que, je m'aligne en taxonomie des choses vertes, ça veut dire que c'est comme une réglementation qui va te dire qu'est-ce qui est verte et qu'est-ce qui n'est pas, à niveau à niveau international, par exemple européen, ou à niveau local. Hein, il y en a pas mal qui s'étaient développés pays par pays et sont en train de se développer et mis à jour. Ou ça peut aussi être en taxonomie interne. Hein. Les institutions définissent le propre groupe de pratiques et technologies qu'ils appellent vertes. L'important, c'est qu'il y a un document pour dire qu'est-ce qui est vert et éventuellement ce qui n'est pas vert. Hein. Oui, disons, je le fais. L'institution reconnaît la demande des besoins identifiés en matière de pratique de jeu vert comme une opportunité économique. Donc ça, c'est la même chose sur le point de vue des opportunités, de qu'est-ce qu'on faisait sur les risques. Est-ce que maintenant que j'ai tout compris cela, est-ce que je la reconnais comme une opportunité économique? Ça veut dire, n'est pas seulement le fait que je le fasse parce que c'est important de le faire éthiquement, mais est-ce que potentiellement c'est une opportunité économique? Ça veut dire, si je finance cette technologie qui est définie verte à travers cette taxonomie et que donc il me permet de répondre à un certain ensemble de besoins, est-ce que cela aussi peut générer davantage de revenus pour le client, éventuellement moi en tant qu'institution, et sécuriser mon prêt, disons partiellement. Et dernière, on met en place des processus pour sélectionner et proposer des produits verts, maintenant, pour financières et non financières, qui vont répondre à ces demandes identifiées. Donc attention, on avait un chose similaire avant, mais avant, on utilisait des produits financiers, soit des épargnes, des transferts d'argent, de l'assurance ou des prêts dédiés, par exemple, pour des pratiques soutenables, comme un instrument de réduire le risque qu'un aléa, par exemple, climatique pourrait impacter mes clients.
Là, en fait, on regarde un volet différent. Ça veut dire maintenant, j'utilise des produits financiers, des produits verts, éventuellement pour pouvoir satisfaire le besoin de mon client. Donc, par exemple, je pourrais financer des panneaux solaires parce que j'identifie une demande du point de vue de l'énergie, nécessité d'énergie après le coucher de soleil. Et donc, je reconnais que les panneaux solaires soient un instrument qui est défini selon une taxonomie, voilà, comme un truc en énergie propre, qui il me permet de donner accès à mes clients à une énergie propre et moins coûteuse que d'autres et aussi satisfaire la demande des besoins d'électricité. Ben voilà, donc je le fais un peu long, comme ça vous comprenez un peu les détails. Et ici, c'est la partie commentaire, si vous voulez. Si vous voulez suivre, vous suivez. Pardon, maintenant, il faut répondre aux questions parce qu'elles sont clairement obligatoires. Donc, attendez, voyons si je peux avancer. Voilà, et après vous partez à la pratique essentielle 2. Donc, l'essentiel 2, c'est plus rapide parce que c'est la pratique essentielle sous les risques d'opportunité directs. Donc, je dépense quelques mots sur cela. C'est comme ils sont gérés maintenant les risques propres environnementaux au siège et dans les succursales. Donc, maintenant, l'institution a mis en place un plan d'urgence. Est-ce qu'il y a un plan d'urgence avec un budget pour atténuer les risques résultant des effets du changement climatique? Est-ce qu'il y a oui ou non? Oui. Qu'est-ce qu'elle couvre? Ses propres propriétés au siège, les biens immobiliers dans les succursales, les ressources humaines au siège, etc. Qu'est-ce qu'elle couvre, cela? L'institution évite et minimise ou compense les impacts négatifs de ses activités internes au niveau des sièges des agences sur l'environnement. Donc, voyons comment. Oui, l'utilisation des ressources renouvelables. Par exemple, je mets des panneaux solaires sur les toits des agences pour s'assurer qu'ils ont accès à l'électricité, même s'ils sont dans le milieu rural. Voilà, par exemple, recyclage des déchets au siège, etc. Est-ce que l'institution donc, sensibilise son personnel? C'est un point important, sous cette importance-là, parce que le personnel est sensible à ces thématiques-là, et donc il peut davantage donner une image pour constituer quelque chose de bien à l'intérieur de l'entité, mais aussi vis-à-vis de ses clients. Oui, sous les impacts négatifs sur l'environnement, par exemple, mais pas sur les vulnérabilités. Vous voyez, sont séparés les deux. L'institution forme ses employés aux bonnes pratiques. Donc, au-delà de le fait qu'on est sensibilisé, qu'on est formé de bonnes pratiques, des choses qui peuvent être très simples, hein, éteindre la lumière quand vous sortez de la pièce, ne pas imprimer si vous n'avez pas besoin, utiliser la chasse des toilettes, la petite et pas la grande, etc., etc., mais des choses un peu plus complexes, quoi. Par exemple, compenser les impacts environnementaux négatifs inévitables, mettre en œuvre un plan d'urgence, etc., etc. On fait quoi? On fait des formations potentiellement lors du recrutement seulement, des formations qui sont en continu, plus intéressantes. Donc, chaque mois, au moins une fois par an, ben, on réforme nos gens. Il y a des matériels de communication, par exemple, etc. Ici en bas, vous voyez la même chose qu'indicateur quantitatif. Donc, même chose dans le nombre de membres du personnel qui ont reçu information, etc. Pour y terminer, l'institution est certifiée comme là, on va sur la partie impact environnementaux. Est-ce qu'il y a une certification? L'institution d'être une institution verte, c'est possible, son bâtiment et autre chose. L'institution achète des crédits carbone, potentiellement. L'institution gère ses propres opportunités et identifiées pour développer et mettre en place une stratégie environnementale. Donc, est-ce qu'une fois que j'ai observé mes opportunités propres, je les inclus dans une stratégie environnementale ou pas, dans des produits et services, dans un système de gestion des risques, comme je le traduis, et je le fais comment? Donc, c'est qui le fait? C'est qu'il y a quelqu'un, un employé, qui est à temps partiel au total, qui est consacré justement à mettre en place ce type de policier de gestion des risques. Voilà, une fois que vous l'avez fait, bah, vous pouvez suivre. Tac. Donc ici, pardon, j'ai oublié celle-là. Bon, donc voilà, ça c'est le sous-détail. Une fois que défini qui le fait, vous expliquer, explorer l'opportunité des conditions de fonds vertes, élaborer des propositions de subventions d'assistants techniques, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une personne qui est dédiée, ok, à explorer les possibilités que votre institution pourrait avoir des financements avantageux, des supports, assistance technique, etc., si il implémenterait certaines activités vertes. Donc, cela, c'est vraiment le volet, si vous voulez, opportunité, mais maintenant, n'est pas pour le client qui en avait un besoin en demande, mais proprement pour l'institution financière. Donc, il a une opportunité, même, l'institution financière, de dire, bah, si je fais des choses vertes, je peux éventuellement être partie des projets de transformation, de l'assistance technique, ou éventuellement des refinancements, des tailles ou des conditions plus favorables. Ben voilà, une fois que vous l'avez rempli, il faut faire suivre. Et attention, c'est important de nous écrire quelques remarques additionnelles si vous les avez, et après soumettre.
Je m'arrête un instant. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on va prendre les dernières 15-20 minutes pour regarder quelques petits exemples? Questions? Non? Ah, peut-être de la chat, je vois des choses. Attendez, voyons. Non, ça c'est les liens. OK. Est-ce que quelqu'un a des questions? Quelqu'un qui peut se montrer et dire non, par exemple. Ça aide pour voir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Super. Aïda, est-ce que vous avez des questions? C'était une question traduction. Ah, c'était le piège. Ah, c'est le piège. Ouais. Non, j'ai juste peut-être quelques, je ne sais pas si on pourrait rajouter parce que donc on pourrait aussi parler de formation du personnel, mais également sensibilisation même des clients. Je parle plus du fait de pouvoir transformer les risques en opportunités. Parce que le fait peut-être, si on est on est en face peut-être d'une clientèle rurale en zone de sécheresse, par exemple, si on prend le Sahel quand même, où la sécheresse, en général, le cycle était de tous les 3 ans, on risque d'avoir une sécheresse ou tous les 2 ans maintenant presque, hein. Comment on pourrait sensibiliser plus à l'agroécologie, à la diversité des productions, ne pas faire de la monoculture, mais au moins on pourra diversifier le risque. Donc, il y a donc peut-être cette proposition de faire des produits non financiers, donc à travers la formation. Je pense qu'il y avait aussi une organisation, mais c'est Camille de Mali qui faisait par exemple une femme, un crédit, un arbre. À chaque fois qu'une femme avait accès à du crédit, elle s'engageait également à planter un arbre. Donc, ça peut être peut-être des petites choses comme ça. Désolée, tu m'as un peu piégée, donc c'est un peu Mhm. décousu. Non, non, c'est très bien, c'est très bien. Vous avez tout à fait raison. Alors, la partie de formation et de sensibilisation aux clients, on va la voir dans la prochaine formation parce que c'est partie de le volet, comment s'organiser dans le Green Index, que OK, c'est les produits et services non financiers. C'est la pratique OK, essentielle. On va la voir seulement où se trouve, comme ça les gens peuvent se repérer. d'accord. Si on regarde ici, vous voyez, donc je mets un clin. Vous voyez mon écran? Oui, Donc, vous voyez ici en bas à droite, c'est la dernière petit box. Donc, G3.2, produits et services non financiers, OK. qui sont offerts aux clients. Donc, sensibilisation, formation, assistance technique et partenariat. Et on va le voir en détail. Et donc, on les a mis là pour une certaine raison. C'est tout un travail d'organisation de Green 3.0. Qu'est-ce qu'il y a par contre des formations que vous avez, vous, sensibilisation chez les officiers de crédit, tout ça, tout ça, tout ça. Ça, c'est dans les normes qu'on vient de voir. Mais vous avez tout à fait raison qu'il y a un volet clé de transformer les risques en opportunités en formant, sensibilisant les clients. On va le voir justement davantage la fois prochaine. Ok, donc merci beaucoup pour cela. Donc, nous a permis de discuter de cela. Je vais prendre les quelques minutes qui nous restent pour prendre quelques petits exemples. Maintenant, si on veut savoir qui fait quoi, ok, donc pour voir est-ce que ça c'est quelque chose seulement théorique que David nous raconte ou est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui fait des choses. J'imagine que vous connaissez, comme par exemple vous expliquez Aïda, mais d'autres, j'imagine aussi, des entités qui font des choses sur ce domaine-là. Et on va voir quelques-uns. Je vous rappelle qu'on a collecté certaines informations à travers un projet Green Map financé par le ministère de Luxembourg. Et on a davantage, on voudrait nourrir davantage ces bases de données. Donc, il va y avoir quand même une petite activité qu'on va faire dans les prochains mois et surtout de l'année prochaine si vous connaissez des activités que vous pensez qui sont importantes à reporter et que tout le monde puisse avoir accès, on va vous partager dans les prochains mois un lien pour pouvoir remplir davantage de cas d'études qu'on va reporter sur la map verte, hein. Là, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des petites études de cas. Ces petites études de cas, ben, ils illustrent des bonnes pratiques selon les différentes pratiques essentielles du Green 3.0.
Donc, si on regarde la gestion des risques opportunités indirects, je pense qu'on a le temps seulement pour regarder cela et pas direct, on voit certains exemples. Donc, par exemple, Cori Microfinance au Sénégal, il nous montre certaines bonnes pratiques sur la gestion des risques indirects. Voyons comment c'est fait. Donc, Cori nous raconte, et vous pouvez aller avoir en détail ici. Donc, je vous reprends un instant. Vous voyez, ça, c'est les cas d'études. Il y a tout un cas d'études. Cori, c'est un des quatre sur la dimension, sur le standard 2. On a aussi trois institutions, pour le standard 3, pardon. Donc, le GA2. On a 4 sur cela. C'est des cas d'études de 3, 4, 5, 6 pages. Et voilà, et là, on va voir un peu le petit résumé de qu'est-ce qui se passe. Donc, Cory nous raconte qu'il évalue la vulnérabilité de ses clients à différentes choses, notamment à la menace météorologique, mais surtout au changement climatique, à la dégradation de l'environnement et aussi la perte de biodiversité. Donc ça, c'est important. Donc, il nous explique, bah, il le fait. On va voir un peu comment il va le faire. Comme il le fait, pardon. Il a aussi défini des cartographies des risques pour définir où se trouvent les risques climatiques et leur probabilité d'occurrence. Donc, est-ce que c'est risque de sécheresse, d'inondation, salinisation des terres, hein, notamment Sénégal, quand on travaille à côté de la mer, il y a tout un processus d'érosion des terres, par exemple, et le fait que l'eau salée rentre dans les terres et donc salinise les terres qui après sont cultivées, par exemple. Et voilà, le degré d'exposition des clients en fonction de la culture. Là, c'était Cory travaille sur ça davantage sur le portefeuille agricole. Donc, la fonction de la culture, ils essaient d'établir combien un client est sensible à différents aléas climatiques. Pour faire cela, donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui, on va le voir dans un instant, expliquer davantage, mais pour pouvoir gérer ces risques-là, il y a une système de gestion des risques qui sont liés au risque de changement climatique et écosystémique. D'abord, il essaie de limiter l'exposition par secteur. Il provisionne pour les pertes, hein, en fonction de combien chaque perte, chaque secteur est exposé. Adapte les échéances en fonction du cycle de production, introduit des produits de prêts conçus pour soutenir l'adaptation des agriculteurs, notamment il a développé, il débouche certains prêts, comme vous dites, justement proactifs, hein, irrigation goutte à goutte, amélioration des techniques agricoles, diversification de rotation, par exemple, engrais organiques ou biodigesteurs, équipements solaires, hein, pour faire face à certaines vulnérabilités. Cela a été fait à travers un travail de numérisation de certains processus, notamment la captation des informations chez les clients, leur géolocalisation et l'inclusion d'un ensemble des indicateurs qui étaient à l'origine développés dans un projet des Nations Unies pour l'environnement, projet MEBA par exemple, où il y a un certain nombre d'indicateurs qui vous permettent d'avoir une première estimation sur la sensibilité des cultures des clients, sur la capacité des clients de s'adapter au changement climatique. Et cela, voilà, a été fait dans le cas spécifique avec une institution qui s'appelle Yapu Solution, qui a permis de digitaliser certains processus et de générer un certain nombre de scoring, hein. Alors, le fait, indépendamment de qui fait cela, il y a pas mal de fournisseurs de services qui se développent davantage. Certains sont aussi développés directement pour les institutions financières ou pour des partenaires. C'est important de considérer que l'identification et gestion des risques, typiquement, elle demande des données additionnelles, hein, de la capacité additionnelle, mais c'est des données additionnelles. Donc, à un certain moment, il va être difficile de le faire simplement en papier. Donc, en digitalisation, souvent, va à la main pour inclure davantage des risques extra-financiers. Si on veut voir un autre exemple, et après je laisse la parole pour une question-réponse avant de clôturer, on voit de l'autre côté du monde, au Népal, Bhumthina Bikas Bank, c'est là, cette institution-là, justement, il nous raconte d'abord qu'il utilise des lignes directrices et manières de gestion des risques environnementaux et sociaux. D'abord, la politique des procédures et des outils qui sont mis en place, qui visent à identifier et évaluer la gestion des risques environnementaux et sociaux, les inclut dans un processus de décision et aussi certaines exigences du point de vue de documentation chez les clients pour pouvoir justifier quel impact ils ont, notamment sur l'environnement. Donc, comment on va le faire pour mettre en œuvre ces lignes directrices et manière de gestion durable des ressources? Il produit comme suit. Les opérations, il y a une opération de filtrage des activités, il y a une due diligence en matière de l'environnement qui est implémentée, une catégorisation des transactions en fonction de leurs risques environnementaux et sociaux, un processus de décision quoi faire en fonction du type de risque environnemental et social, un suivi des performances environnementales des clients, notamment pour lesquels ils ont une performance qui
qui pourraient nous induire à avoir plus de craintes, en gestion du non-respect de certaines normes environnementales des clients qui ne suivent pas les normes sur lesquelles se sont engagés, un suivi d'analyse des risques environnementaux au siège de succursale, donc comment on suit l'avancée de ces risques, et en sensibilisation du personnel aux risques environnementaux, comme ça que cela soit proposé davantage à les clients. Pour faire cela, il a fait quand même pas mal de travail avec différents fournisseurs et différents projets. Donc, justement, identifier l'opportunité à travers la mise en œuvre à travers différents outils. Avec quels outils? Notamment en partenariat avec Edera Sustainable Solutions. Il a fait un travail notamment sur les énergies, l'accès à l'eau et l'accès à la nourriture. Avec un projet de recherche appelé Impactar, on essaie de comprendre qu'est-ce que sont les produits qui davantage pourrait soutenir un accès fiable à l'eau, à l'électricité et à la nourriture. On utilise un cadre multiniveau pour définir ne pas seulement un accès à l'électricité, mais quel type d'électricité, est-ce que c'est fiable ou pas, est-ce que c'est coûteux ou pas, etc., etc. Il y a des programmes liés à travers l'EMC, l'EMSF et l'UNICEF pour le suivi de la gestion des problèmes liés à l'eau, et la même chose à travers les FAO pour les problèmes liés à la sécurité alimentaire. Hein. Donc, on identifie donc justement ce besoin-là avec à la base de ces différents outils pour après hiérarchiser les actions à faire. Voilà, avec cela, c'est des exemples. Vous pouvez aussi voir dans la formation qu'on va vous partager quelques exemples maintenant pour Banfondé, la République dominicaine, sur la gestion maintenant des risques et des opportunités directes, donc vis-à-vis des agences, vis-à-vis des sièges central et aussi des employés, mais aussi de l'expérience par Renaka au Bénin, encore une fois, pour la gestion des risques environnementaux à niveau de succursale ou de siège. Mais vous, le temps, je m'arrête et je prends quelques questions si vous les avez. Est-ce que vous avez des petites questions? Petit témoignage. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut partager dans les dernières minutes son avis de qu'est-ce qui fait son institution ou des partenaires qui a pu observer, qui font des activités liées à ces dimensions-là? Bonjour. Bonjour Serge. Bonjour David. Ouais. Moi, c'est Serge, je suis de Graine, Burkina Faso. J'avais une préoccupation. Ouais. Pour pouvoir intégrer la prise en compte de l'environnement, de l'impact environnemental dans nos institutions de microfinance, est-ce qu'il y a des outils gratuits en ligne? Ouais, c'est une bonne question. Alors, oui, il y en a un certain ensemble des outils. Alors, donc, il y a des outils gratuits en ligne et des outils qui ne sont pas gratuits et n'est pas en ligne. Ok. Donc, les outils gratuits en ligne, il y en a un certain nombre. Alors, je vous conseille, et attendez que je vais chercher directement les liens, parce que dans les cours de formation qui sont mis en ligne pour le groupe d'action, notamment quelques que j'ai mentionné dans la formation ici, donc je pense au module 2, 3 et 4, donc je vais le récupérer un instant pendant qu'on se parle. Il y a certains exemples d'outils qui sont gratuits en ligne. Donc déjà, vous pouvez explorer cela, que vous pouvez davantage y regarder. Attendez un instant que je vais le récupérer. Formation, on est sur ça. Donc le module 2, donc ça c'est en français. Donc je vais récupérer Assessment, évaluation et gestion. Voilà, donc je vous conseille d'y aller regarder, explorer. Pardon que je le prends correctement. Cette formation. Un instant. Hop. Pardon, je n'ai pas pris la bonne. Voilà, c'est ça. Ah, ça, c'est un. Vous le trouvez après tous les autres. Ça, c'est le module 2, 3, pardon. Et après, il y en a un autre qui c'est le module 4. Et sous cela, vous trouvez notamment
des outils. Vous le trouvez aussi davantage sur toutes les formations, hein. Ça, je vous réfère seulement sur lesquels qui sont pertinents, qu'est-ce qu'on a discuté, mais il y a d'autres. David, je ne suis pas sûre qu'on est en train de voir ce que Non, je suis en train de je suis en train de rien montrer, je suis en train d'envoyer des liens. Ah, ok. Je vois des liens dans la chat que vous pouvez cliquer et vous avez accès à tout le paquet de formations normalement. Et donc, avec cela, vous avez normalement un certain ensemble des indicateurs qui sont gratuits et en ligne. La présentation, vous l'avez, oui, et vous la voit dans quelques jours directement sur la plateforme européenne de la microfinance qui va vous l'envoyer. Et si notamment vous voulez explorer davantage des outils qui peuvent être utiles, encore une fois, je vous invite en général de suivre et aller sur cette page de formation du groupe d'action. Donc à l'intérieur, vous voyez, il y a tout un volume de formation fait sur 7 modules et organisés pour différentes thématiques et notamment sont organisés pour permettre de donner accès à un certain nombre d'outils que vous pouvez utiliser. Typiquement, on a sélectionné, quand c'était fait, des outils davantage qui sont publics et disponibles en ligne. Mais si vous avez l'intérêt de des choses plus détaillées, s'il vous plaît, voilà, de nous écrire, d'écrire Johanna, ou je vous passe mon contact sur cela. Ça serait intéressant. Ouais, donc je vous écris. Attends, je vais mettre la chat que j'ai perdu. C'est là. OK, donc pendant que je vous écris, OK, un instant. Je vous montre cela et après on termine l'appel. C'est bon. OK, donc ça, je vais l'envoyer. Maintenant, regardez un instant. Ça, pour terminer, vous connaissez quand même la troisième formation et la prochaine, c'est la dernière. Je voudrais quand même vous engager davantage, vous incentiver davantage à remplir le Green Index. Si vous le remplissez, on va être capable de vous envoyer un petit report dans cette forme-là qui va vous dire à la fois où vous vous trouvez à niveau de un scoring total, où vous vous trouvez du point de vue de chaque norme, de chaque pratique essentielle, mais aussi où vous vous trouvez du point de vue de gestion des risques, hein, et du point de vue de produits financiers et non financiers. Donc, notamment, vous voyez, je peux vous illustrer en 2 mots qu'on a vu l'évaluation de 0 à 100% de chaque standard, ok, ou chaque norme, mais vous voyez davantage qu'il y a aussi une vision de gestion des risques. Vous voyez ici le petit graphique rouge. Et donc, en remplissant le Green Index 3.0, vous avez aussi une évaluation spécifique pour le risque, direct, indirect, et la capacité d'identifier et de gérer les risques liés à la vulnérabilité ou liés à les impacts environnementaux, qui peuvent vous positionner justement pour comment les gérer. Donc, avec cela, moi, je pense qu'on est bien en temps, que c'est pas mal. Si vous avez des questions, je vous invite davantage d'écrire à Johanna ici en bas. Vous avez son email. Et aussi, je vous invite à nous suivre nombreux à la prochaine formation, que ça va être dans une semaine. Et ça va se focaliser sur les produits financiers et non financiers. Et donc, seulement pour clôturer ce bel cycle de formation. Je vous rappelle que si vous participez à la prochaine formation, pour la suite, vous aussi pouvez recevoir un petit certificat de participation. Et si vous remplissez davantage le questionnaire aux institutions financières, on va vous envoyer un petit rapport sur votre état d'avancement sur la performance environnementale. Bon, si personne n'a pas de questions, on peut clôturer l'appel. Et si en fait vous avez des questions, s'il vous plaît, de lever la main et prendre le microphone. Donc, en attendant qu'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne continuation de journée. Pour qui doit manger, un bon appétit. Et on se retrouve la semaine prochaine tous ensemble.